Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un explorateur qui s'appelle Laurie Lag, un explorateur aventurier qui a fait plein de missions extrêmes dans toute la planète. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé, il s'est fait piquer par un scorpion, il est arrivé plein de galères, il s'est fait prendre en otage à un moment donné au Mexique. Il va nous raconter tout ça. Et je voulais remercier Gant qui sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à eux. Moi je m'habille vraiment en plus dans la vraie vie d'habitude en Gant, j'adore ce petit style par exemple avec un petit pantalon blanc, voilà, bien stylé. Je vous mets le lien cliquable en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent retrouver tous les vêtements Gant, vous pouvez aller voir leur catalogue et tout, vraiment ça déchire. Et si vous voulez faire comme Gant, nous sponsoriser, si vous avez une marque, si vous avez besoin de communication, on a besoin de vous. N'hésitez pas à nous envoyer un email, tout simplement, à partenariat, au pluriel, @legendgroup.fr. Voilà, si vous voulez communiquer sur le média, ça nous aide vraiment à pouvoir faire cette émission, notamment celle avec Laurie Lag aujourd'hui, l'aventurier explorateur. C'est parti. Salut, c'est Laurie Lag, je suis aventurier explorateur professionnel. Je suis aujourd'hui chez Legend pour vous raconter mes plus grosses dingueries. Et ben voilà, merci beaucoup, je vais te reprendre le clap. Bienvenue Laurie. Merci. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, donc on reçoit Laurie Lag qui est aventurier. Tu vas nous raconter un peu tes anecdotes, ce que tu as vécu. 2, 3, ouais. En fait, tu as sorti plusieurs livres. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que je vois des extraits de toi en interview. Le gars, il a vécu des trucs assez incroyables. Ouais. Donc tu connais un peu le principe de l'émission. On va revenir un peu sur toute ta vie, comment t'en es arrivé là. À quel moment tu te dis que tu veux devenir aventurier? Tu te définis comme ça? Ouais, aventurier, explorateur, qui est un métier aujourd'hui. Je gagne très bien ma vie avec ça, donc ouais, carrément. Putain, fort. Et on aurait dit petit côté Conor McGregor, je trouve la monte, les tatouages. On t'a jamais dit, non? On me l'a beaucoup dit. C'est un gros compliment. T'as sorti 2 livres, on va en parler, on va revenir sur les anecdotes et tout, mais en gros, t'avais celui-là qui s'appelait Horizon Extrême, voilà, avec une préface de Mike Horn d'ailleurs, où il y a plein de photos, on voit plein de, justement, on vous en affiche à l'écran là, où il y a plein d'extraits, tu t'es fait piquer par un scorpion, tu vas nous raconter plein d'anecdotes assez folles. Exactement. T'as traversé le désert à pattes, pieds nus. Ouais. Ma première question, ça va être pourquoi dans 2 minutes. Et t'as sorti Résilience. Ouais. Abandonner n'est pas une option, voilà, et pas aventure. Donc là, c'est un livre où en fait, t'es parti en aventure à 2, à 3. Ben là, je guide une personne qui était un ancien sportif qui a eu un accident, bêtement, et qui est devenu tétraplégique. Et en fait, je voulais raconter le lien entre tous les risques que je prends moi dans mes expés, et finalement que ça peut basculer en 1 seconde, et qu'est-ce qui se passe après aussi. Donc c'est un sujet qui touche un petit peu monsieur tout le monde, quoi. Toi, moi, n'importe qui, parce que lui, il s'est blessé vraiment bêtement en plongeant à la plage. Non, c'est vrai. Et donc sa vie a basculé parce qu'il n'a pas fait attention que la marée a descendu, et il a plongé, il s'est pété 2 cervicales, c'était fini. Oh waouh, tu vas nous raconter ça. Ouais. On a plein de questions. D'ailleurs, continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube, les gars. Merci d'être de plus en plus nombreux. Petit message pour vous remercier parce qu'on hallucine nous-mêmes au bout de quelques mois déjà que vous soyez aussi nombreux. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner avec la petite cloche en dessous, ça prend 2 secondes. Les petits commentaires. Sous la vidéo de Laurie, vous mettez les pouces. Et sous la vidéo de Laurie, en description, je vais mettre les liens cliquables si vous voulez commander les livres aussi, les retrouver de tout ce dont on va parler dans l'émission. Mais juste, tu l'expliques, à 17 ans, tu fugues de chez toi et tu reviendras jamais. Exactement, ouais. Moi j'ai un parcours de vie assez cabossé. Très jeune, je suis enfant terrible. J'ai un daron qui gère mal l'éducation. Donc ça se règle souvent à grands coups de violence. Et finalement, à 17 ans, je vis une scène assez tragique où mon père maltraite mon frère. Et là, il y a grosse rébellion, je m'interpose, je menace de tuer mon père, enfin, ça part en folie. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Je pars de la maison et je reviens jamais. Et à partir de là, c'est un petit peu l'escalade dans la délinquance, petit banditisme, bandit, et puis jusqu'à la case-prison. Donc je passe par plein d'étapes. Je me cherche, je suis en colère, je suis révolté, je suis jeune, je suis devenu un jeune homme. Et c'est un moment de ma vie qui est assez déterminant pour la suite, puisque finalement, à cette époque-là, je termine en détention à l'âge de 20 ans. Donc c'est une expérience qui est assez délicate. Et ça fait beaucoup de choses vécues en si peu de temps déjà. Donc, on va pas s'y attarder parce que c'est pas le sujet de l'interview. Non. Le but, c'est de comprendre pourquoi tu es parti en aventurier. Donc c'est intéressant juste de l'expliquer. Tu dis juste dans le livre, je vais vous montrer, page 10, tu dis « J'ai alors emprunté des chemins qu'il aurait mieux valu éviter et entamé une terrible ascension dans la violence. » Donc c'est exactement ce que tu disais, c'est le moment où, en fait, tu dis que tu pars à 17 ans, mais tu vas où à 17 ans? Où est-ce qu'on va quand on n'est pas majeur? On n'a pas le droit de partir. Je fugue, donc je passe près d'1 an dans la rue, je vais dans des squats dans les quartiers, justement pour manger, pour vivre, je fais plein de conneries et tout.
Et tu vis dans la rue, hein, clairement. Hein, donc, Et tes parents n'ont pas de nouvelles? mes parents n'ont pas de nouvelles, mes parents me cherchent, et voilà. La police aussi ou pas? Ouais, la police aussi. Bon, à cette époque-là. Mais ils savent que tu es encore en vie? Oui, mes parents savent que je suis encore en vie, mais carrément, en fait, que c'est compliqué pour tout le monde, et la police et mes parents me cherchent. Ok. Et tu passes 1 an à l'extérieur. Tu pars combien de temps en prison? Je pars moins d'1 an en prison, et après, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que j'ai eu 5 ans d'interdiction de quitter le territoire en plus du temps que j'ai effectué en détention, ce qui fait qu'en fait j'ai été emprisonné pendant un certain temps, d'abord à l'intérieur et après à l'extérieur, et c'est ce qui crée aussi cette dimension de Cette revanche, envie de sortir et de visiter, quoi. de partir à l'aventure, quoi. À 25 ans, j'ai jamais pris un avion, donc bon, autant te dire que c'est un peu compliqué. Ce qui fait que, à partir de là, quand mon interdiction de lever le territoire s'envole, moi aussi je m'envole pour un autre pays. Putain, c'est fou. Et tu fais combien de temps de prison ferme? Je fais 9 mois de prison ferme pour braquage à main armée avec séquestration. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu fais des grosses conneries. Ouais. Vraiment, tu te cherches, etc. Ça te remet dans le droit chemin, entre guillemets, le fait d'être en prison. Après, tu as envie de... Pas du tout. Pas du tout? Non. Pas du tout simplement parce que Pas tu du tout rentres les en émissions, tu détention. sais, cadrées où il faut dire des trucs. Non, mais parce que ce qui est faux, c'est que tu découvres le système d'une autre manière, mais c'est que, en fait, t'envoyer en détention sans te donner les bonnes indications, c'est comme prendre un petit voyou et en faire un bandit. Ah, c'est vrai. À un C'est moment un peu donné, l'école. c'est l'école de comment devenir plus dangereux, plus efficace. Et c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi. Donc, du coup, pas non plus dur spécialement. Mais par contre, ouais, quand tu sors, tu te dis, OK, là, je suis plus armé pour affronter de plus grosses choses. Et donc là, tu passes 5 ans après à rester. Tu fais quoi? Tu fais toujours des petites conneries ou tu prépares un peu, entre guillemets, l'aventure et tout? Il y a tout ce pourquoi je me suis fait attraper, et puis tout ce pourquoi je me suis pas fait attraper. Donc forcément, on ne peut pas tout raconter. Ok. Mais ouais, pendant 5 ans, je survis, je mens un petit peu, je triche. Parce qu'en fait, pendant mon interdiction de quitter le territoire, j'ai un bracelet électronique assigné à domicile. Tu dois travailler pour rester, entre guillemets, à l'extérieur. Et là, je raconte un peu des conneries à droite à gauche pour essayer de travailler sans vraiment y aller, un travail, Ouais, c'est bien des sûr. contrats et tout. Je survis comme je peux et tout, mais je reste un peu dans mon ADN de cette époque-là. D'accord. Et après, au bout de 5 ans, comment ça se passe? Donc tu pars, ton premier voyage, c'est quoi? C'est la Thaïlande? Dans mon premier voyage, l'interdiction de quitter le territoire, c'est je pars aux États-Unis. Ok. Avant ça, c'est censé être le premier voyage backpack. Quand tu débutes dans Sac à dos. l'adolescence, sac à dos, tu pars, tu dis ouais, je vais aller dans une petite auberge de jeunesse et tout. Et puis en fait, rien ne se passe comme prévu. Je me rends compte que de suite, ça a plus des allures d'expédition que de voyage backpack. Je me fais tirer dessus au Mexique, je me fais piquer par un scorpion au Grand Canyon. Je survis Ça, c'était à dans des... ton premier voyage? Ouais. Et Mais c'est que tu cherches. Comment ça se fait qu'il t'arrive autant d'aventures et de galères? Parce que se faire piquer par un scorpion, ça arrive quand même pas à tout le monde, heureusement. Ouais. T'as pas eu de chance, là? Mais c'est parce que tu prends des risques, vraiment? Je pense que ouais, je m'aventure sur des sentiers qui sont un peu moins touristiques. Je me rappelle, je me suis perdu dans les Everglades, qui est littéralement des marécages. Pendant 12 jours, j'ai pas bouffé et tout, donc je me fous vraiment volontairement dans la merde. Voilà, sans vraiment savoir où c'est que je vais et tout. Mais bon, à cette époque-là, c'était vraiment une découverte, une recherche de ce que j'étais capable de faire. Ce qui fait que je me suis exposé, j'ai pris des risques et j'ai dû les assumer. À cette époque-là, c'était pas encore tu vois, un métier, c'était vraiment genre je voulais partir pour kiffer, pour faire une petite aventure. Bah, ça s'est tourné vraiment très très rapidement en mode expé. Il m'est arrivé que des grosses dingueries. Je me rappelle un truc de malade qui m'a marqué encore aujourd'hui, c'est que il y a quand même eu une tentative de kidnapping au Costa Rica. J'étais avec la mère de mes enfants à l'époque, premier voyage qu'elle fait de sa vie. On termine, c'est un muchacho perché qui nous dit qu'il fait de l'import-export de poissons. J'avais très rapidement compris, en mangeant trois poissons avec que des gars armés autour, qu'il y avait un petit problème. Et puis on se rend compte qu'en fait, on est enfermé, qu'on ne peut pas repartir et tout. Et je me dis, putain, ce genre de bail, ça arrive qu'à moi. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que comment tu t'es retrouvé là-bas? Si tu vas pas dans un club de vacances comme tout le monde? Non, en fait, je dormais au bord de la plage. Finalement, il y a un gars qui est venu. Je sympathise avec un gon sur la plage. Il me dit, ouais, tu vois, la baraque là-haut, c'est chez moi et tout. Je dis, ouais, stylé, bon, ok. Le lendemain matin, il y avait un gars avec un gun, motard et tout, qui me dit, ouais, le gars d'hier, en gros, vous invite à prendre un petit déj.
Je vois le mec, flingue à la ceinture et tout, je me dis, ah, why not Ouais, tu dis c'est un mec d'important, il a peut-être des gardes du corps. Ouais, ou je sais pas, tu sais, puis t'es dans un autre pays, en fait. À tout moment, en fait, porter une arme, il y a plein de pays, c'est pas illégal, quoi. C'est ça. Là, en l'occurrence, tu sens que ça fait un peu. Voilà, qu'il y a quelque chose dessous. Bref, on monte et au fur et à mesure qu'on monte dans la montagne, je me rends compte clairement que si jamais il y a un problème, c'est foutu parce que je pourrais jamais redescendre, même si j'ai un 4x4. Puis on bouffe, on mange, traque, il prend des photos de ma meuf et tout. Je fais, très chelou. Ça. Je fais, ouais. C'est quoi Allonge-toi sur le bord de la piscine à débordement et tout, clac, clac, clac. Et je dis, putain, moi, complètement parano. Je me dis, ouais, en plus, j'avais qu'un schlass sur moi, un couteau derrière. Je me dis, bon, si ça part, de toute manière, j'en aurai qu'un ou deux, mais à tout moment, il va rien se passer de plus. Et je me suis dit, en fait, ils envoient des photos à d'autres personnes. Quand on va partir, on va se faire taper. Et en fait, et puis après, on sera vendu sur le market, genre, on a kidnappé ou on demandera une rançon. Ah oui, tu te dis quand même, c'est bizarre. Ouais, je partais un peu en slide quand même déjà. Mais bon, je pense que c'est mes jeunes années qui me. Et puis en fait, finalement, jusqu'au dessert et tout, on est reparti et il s'est jamais rien passé. Mais sur le retour, finalement, j'avais un petit peu peur qu'on se fasse taper. Et puis voilà. Et du coup, j'ai pris un chemin à travers montagne. Et puis là, encore une fois, j'ai failli débouler avec le 4x4, tomber sur des routes où il y avait un dénivelé de plus de 100 mètres négatif. Enfin, ça me pousse toujours dans des galères de malade. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais fait pour ça, juste. Ah ouais? Ouais, je suis fait pour les galères, moi. T'es toujours avec la mère de tes enfants? Non, on est séparés depuis quelques années déjà. J'ai passé 10 ans avec elle. Mais évidemment, je comprends. Elle n'est plus jamais... je comprends. On s'aime passionnément encore. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre et tout. Et puis on éduque nos enfants ensemble parce qu'on est unis pour la vie, hein, et clairement. Évidemment. On se fréquente encore aujourd'hui. Et ça va très bien. Juste, je comprends que voilà, de sortir avec un mec un peu extrême comme ça, qui est jamais là et puis qui est complètement cramé. Et t'es extrême dans la vie, vraiment, tout le temps? Ah ouais, c'est une galère. C'est vrai? Ah, c'est une galère. En fait, il n'y a pas de demi-mesure, c'est trop galère. Mais non, mais pour moi, hein, le premier, je peux rien faire dans la demi-mesure, quoi. Tu as quel âge maintenant? J'ai 37 ans. 37 ans, ok. J'ai beau avoir compris plein de choses, il y a des trucs, ça passe toujours pas. Ah waouh. Et là, attends, ton premier voyage, tu dis que tu t'es fait piquer par un scorpion, tu le racontes d'ailleurs. T'étais en train de dormir? Ouais, alors l'histoire du scorpion, c'est une histoire de ouf. Encore une fois, parce qu'il y a ce délire d'extrême et tout. Je descends le Grand Canyon, et en fait, le Grand Canyon, pour ceux qui peuvent pas l'imaginer, c'est quand même une crevasse dans le ventre de la Terre qui fait 600 mètres de profondeur. Et en gros, tu as le touriste lambda qui vient, qui descend, qui fait 100 mètres, qui prend 3 photos, waouh, c'est hyper beau, et qui remonte. C'est très beau, c'est vrai. Et c'est très beau. Tu as les touristes hype qui passent en hélico, tac, et puis tu as moi, qui se dit, je vais descendre un peu, quoi. Puis je vois des mecs qui sont en rando et tout, puis je sais pas pourquoi, je suis animé d'un truc de ouf et tout, puis je veux doubler tout le monde. Je sais pas pourquoi. Je double tout le monde et au bout d'un moment, je me dis, putain, il n'y a plus personne à doubler. Je suis quand même vachement bas, là. Et en fait, je suis tout en bas. Il y a une rivière en bas. Et il y a une rivière, le Colorado River. Ouais. Et puis finalement, je descends et puis je me rends compte que le soleil va tomber et que en fait, je pourrais pas remonter. Puis là, je me dis, bon, ben voilà, je suis parti avec une pomme, une couverture de survie, une frontale. En mode, je vais faire une petite balade, mais ça a duré 8 heures. Et je commence à avoir quelques crampes et tout. Puis je vois qu'il y a un village plus loin et tout, donc je vais au village. Évidemment, moi, comme bon touriste qui connaît absolument rien à tous ces procédés, il fallait prendre un ticket pour être dans le village, pour avoir un emplacement de tente et tout. Donc je me fais virer par le gardien. Je me dis, vas-y, je m'en branle, je vais aller déplier ma couverture de survie un peu plus bas. Et je me fous bord de rivière. Là, nickel. Je me dis, c'est pépère, tout va bien se passer. On est au maximum. Et il commence à se mettre à pleuvoir. Et Colorado River, en fait, c'est réputé pour genre, s'il pleut, la rivière monte d'un coup et ça rase tout sur son passage. Je me dis, bon, je vais monter un peu plus haut, quoi. Donc je monte, tac, je me refous, hop, je remets ma couverture de survie, je m'endors et tout. Et je me dis, allez, vas-y, là, c'est carré. Et puis là, d'un coup, je sens une douleur, un truc qui me pique sur l'épaule. Un truc de ouf. Instinctivement, je mets ma main, je l'attrape, pam, ça me repique sur le doigt. Ah putain. Je dis, putain. Je me suis fait piquer 2-3 fois dans ma vie et tout. Franchement, là, j'ai l'impression que c'est bien engagé. C'est strong, quoi. Et je me dis, bon, vas-y, comme ça, sur un malentendu, je vais mettre un coup de frontal, bam, j'allume, scorpion. À cette époque-là, je n'ai pas les notions de survie que j'ai aujourd'hui. Et donc, en gros, le scorpion, il est classé par des codes couleurs, entre guillemets. Donc, jaune, marron et noir. Et t'en as un qui fait très, très mal, un avec un risque de mort et l'autre qui tue. Donc, si tu veux, moi, à cette époque-là, je ne sais pas vraiment. Je suis sur le milieu, le marron. Je ne sais pas que je ne vais pas mourir, mais
Mais en tout cas, je souffre terriblement. Et donc là, il y a tout un procédé qui se met en place. Je me suis fait piquer par le scorpion, je tue le scorpion. Je commence à me dire... Tu tues pour l'emmener? Ouais. Pour le montrer? Pour montrer, Ah bah oui, si je trouve, je vais remonter au village, je sors mon couteau et je commence à me dire, je vais me couper le doigt, il m'a tapé sur le doigt et tout, puis je regarde mon épaule, je me dis, ça va être compliqué. Ouais. Donc, je tue le scorpion, je pars, j'essaye de pas accélérer mon rythme cardiaque. À cette époque-là, il faut bien comprendre, je suis pas du tout un aventurier comme je le suis aujourd'hui. T'as quel âge là? 25? J'ai à peine 24 ans, quoi, 23 ans. Donc, forcément, j'y connais rien, moi, hein, les couleurs de scorpion. Je me suis pas intéressé à ça. Le seul gars que je connais, c'est Bear Grylls, hein, tu vois. Donc, typiquement, j'ai pas toutes ces notions. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Je rentre et là, galère de malade. Je me rends compte que je gueule à la survie et puis personne n'est là. Puis tu sais, je vais mourir en fait. Et en fait, Personne ne te répond? Les gens se rendent pas compte et tout, mais c'est un sentiment qui est affreux. Personne vient t'aider? Personne vient m'aider et tout. Et je hurle et il se passe rien. Et je vois Emergency Phone, un truc qui est rouge au loin, qui clignote et tout, enfin qui est éclairé. Je vais sur l'Emergency Phone, je pète le scellé, j'appelle en balise de ouf, et là je tombe sur une femme incroyable. Hello. C'est hyper douce, tranquille et tout. Moi je lui dis, je vais mourir, hein. Je parle anglais très mal, découpé. Ouais. Je lui dis, ouais, scorpion, pick me. Ah ouais, c'était vraiment très, très brutal. Et puis elle me dit, de quelle couleur il est? Je dis, c'est fou de ma gueule en fait, elle a besoin d'un code couleur, alors que moi je dis, je vais mourir et tout. En fait, je pense pas qu'elle comprend bien. Je dis, et puis je sais pas dire marron en plus. Donc, je dis marron. C'est ça. Je finis par lui expliquer, puis elle me dit, non, mais en fait, tu vas pas mourir. Puis elle raccroche. Ah ouais, je me dis, putain, s'imagine, elle a pas bien compris, je vais mourir comme un con devant le téléphone. Ah, c'est clair. Du coup, je rappelle, et là, je lui dis, mais t'as pas compris, je vais mourir. Voilà, envoyer les hélicos et tout. Et là, elle me dit, OK, on fait partir l'hélico. Et en fait, je me rappelle un délire quelques mois avant dans mon trip. Un mec a tapé dans un poteau un Français qui s'est pété 2 phalanges et qui en a eu pour $600 les 2 phalanges. Ça coûte une blinde là-bas. Ouais. Et donc, moi, je vois l'hélicoptère arriver, genre en mode, tu peux rentrer chez toi, c'est terminado. Et du coup, t'es sûr que je vais pas mourir? Elle me dit non. Je dis, c'est bon, j'attends. Et là, je fais une erreur. En fait, je me rends compte que la douleur commence à monter. Je me spot devant le téléphone. Je me pique en fait l'épaule. Jusqu'à un moment donné, la lame rentre et je sens plus rien du tout. J'ai une paralysie de l'épaule, une paralysie des membres. Et je me dis, merde, il faut que je reparte. Et là, je fais une erreur. Je veux repartir, sauf qu'en fait, il y a 14 heures de marche pour remonter en haut du Grand Canyon. Et en fait, le venin passe à travers tout mon corps, me crée une atrophie des muscles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un pas, au bout de plusieurs heures, j'ai des courbatures, des contractions des muscles. C'est vraiment solide le venin du scorpion. Ah, c'est vénère de ouf. Mais j'aurais pu mourir ou paralyser à vie. Hein. Et du coup, je suis obligé de déchirer des affaires, je me fais des garrots, j'avance. Et en fait, le problème du Grand Canyon, c'est que c'est des grands paliers. Pour ceux qui l'ont déjà fait, en fait, tu montes toujours avec la même jambe. Ah putain. C'est une galère de fou. On croirait pas parce que bon, tu te dis... Et puis finalement, c'était une des premières expériences. Je suis arrivé tout en haut, j'ai mis je sais plus combien d'heures à monter, j'ai failli mourir. J'ai pris ma caisse, je suis allé à l'hôpital avec mes 2 paralysies. J'ai fait, je crois, 10 heures de caisse pour la Phoenix. Et j'ai été pris en charge. J'ai passé 4 jours sur un fauteuil roulant. Et après, c'est parti petit à petit. Antipoison, j'ai récupéré de la mobilité et puis j'en suis sorti indemne. Enfin, pas tout à fait. Mais... Et c'était un scorpion de quelle couleur? Il était marron. Ah, c'était ça, ouais, marron. Ouais, celui du milieu. Mais c'était un gros, c'était un petit? Ouais, c'est balèze. Hein. C'est un très gros scorpion. Mais comme dans Fort Boyard, c'est des scorpions qui font presque 10 cm. Parce qu'il paraît que les scorpions, c'est pas forcément les plus gros, les plus dangereux. Ouais, j'avais lu un truc là-dessus. Même il y a une contre-règle en fait par rapport à ça qui dit que si le scorpion a des grosses pinces, quelle que soit la couleur, et bien en fait le concentré du venin est moins important et donc il y a moins de risques. Après, il y a 1 million de règles sur ça. Évidemment, fais-toi piquer, puis après on en parle. Mais c'est ça. Et tu disais, tu t'es fait piquer 3 fois dans ta vie, c'est que des scorpions? Non, des serpents, scorpions. Je me suis fait piquer plusieurs fois. Puis j'ai pris ma revanche à un moment donné, je les ai tous bectés. C'est vrai? Ah ouais. T'as mangé un scorpion déjà? J'ai mangé plein de scorpions, j'ai mangé plein de serpents. Ça, moi, ça s'était réglé. Tu vas nous raconter ça? T'as participé à une émission de télé? Ouais. Mais c'était diffusé où ça? C'était RMC Découverte. Putain, mais ils faisaient des émissions comme ça? En fait, c'était la première saison d'un espèce de Koh-Lanta un peu plus puriste, moins show télévisé. Et en gros, on se retrouve dans l'émission à devoir survivre à poil avec un objet pendant 20 jours.
Putain, mais c'était diffusé quand? J'ai jamais vu cette émission. Bah, c'était il y a 3-4 ans, Comment je ça crois. s'appelait? Retour à l'instinct primaire. Retour à l'instant primaire. Et donc, tu pars avec ta femme? Non, pas Non, du tout. avec une femme. C'est en fait le casting. Un binôme. Je découvre un petit peu que c'est quand même un petit chouïa à télé-réalité, mais sur site. Moi, j'arrive un peu en mode puriste avec mes grosses couilles, genre, bah, vas-y, on va faire un truc vraiment de fou. On m'avait proposé une autre émission à cette époque-là que j'ai refusé en me disant, je vais vraiment faire un truc. Mais genre un Koh-Lanta, par exemple? Ouais. C'est ça? Toi, tu Ouais. l'as pas fait Koh-Lanta? Non. Tu l'as refusé, tu veux dire ou... Ouais, j'ai refusé C'est Koh-Lanta. ça. D'accord, d'accord. J'ai refusé Koh-Lanta et j'ai fait ça. Et donc, en fait, on se retrouve tous les deux. En fait, ils mettent des binômes dans la nature, dans plein de pays différents. Et moi, j'étais en Afrique du Sud. Donc, Afrique du Sud, c'est quand même très engagé. Il fait très aride. Il y a des lions, des pumas, des éléphants, des girafes. Enfin, c'est quand même costaud. Et le concept, tu dois survivre avec ton binôme le plus longtemps possible, avec chacun son objet. Il faut te construire un camp, il faut faire du feu et tout ça. Au bout de 3 jours, la meuf avec qui je suis, elle explose. C'est super dur parce que c'est vraiment très dur. Et pour le coup, il n'y a aucune aide. C'est vraiment très puriste cette émission. Et donc, ils nous ont laissé garer à la limite du dangereux. Ah ouais? Ouais. Moi, je me sentais hyper bien, mais je comprends qu'elle est abandonnée au bout de 3 jours. Puis au bout du moment où, à partir du moment où elle abandonne, moi, je me révèle. Et alors là, je commence à me foutre de la boue partout. Je rentre dans une psychose de malade. Et je fais du feu. Ah ouais, tu te dis, vas-y, c'est là, c'est Je maintenant. bouffe des scorpions et tout. Je me dis, vas-y, je vais vivre vraiment le truc à 200%. C'est ce que je fais. Et puis finalement, ça a buzzé un peu parce que je me construis une cabane avec des portes et tout. Mais Enfin, t'es nu? je suis tout Tu nu. t'es fait une petite un peu de paille devant le sexe et tout? Ouais. Tu n'as que ça? C'est Ouais. toi qui t'es fabriqué ça? Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ah, c'est Et vraiment c'était là, quoi ton c'est objet? puriste. Hein. Tu dis, je suis parti avec un objet, c'était quoi ton objet? Un tomahawk, c'est une espèce de hache indienne. Ah oui, bah, on la voit sur la photo, là, vous la Voilà. voyez aussi. C'est toi qui choisis ton objet? Ouais, c'est moi qui choisis Si mon t'avais objet. dit un téléphone portable, t'aurais un téléphone portable? Bah, je pense que tu as des trucs que tu peux pas avoir, genre téléphone Évidemment. portable, mais par contre, tu peux choisir une gamelle, tu peux Une boîte choisir d'allumettes. une hache, une boîte d'allumettes, un briquet, ce que tu veux et tout. Et donc, c'est très drôle parce que ça te pousse à réfléchir de si j'avais qu'un objet, et pas sur la question, si j'avais qu'un objet, qu'est-ce que je choisirais si je pouvais choisir qu'un seul objet? Et t'as bien fait de prendre celui-là? Moi, je savais faire du feu autrement, donc ça va. Parce qu'il faut bien couper du bois, il faut se défendre. Donc la hache, ça sert à plein de choses, à tailler, à faire À plein de choses. manger Ouais, finalement, si tu sais faire du feu différemment, ça marche. Et t'attrapes quoi comme bête avec un tomahawk? T'as Avec réussi un à tomahawk, attraper- t'attrapes rien du tout. T'attrapes rien du tout parce qu'en fait, ça c'est le fantasme. L'homme préhistorique à la base. Oui, ils jettent les Indiens non, mais d'Amérique. ils jetaient- ça, c'est un mythe de ouf. Ah, c'est vrai? Tu auras une lance peut-être, mais genre, l'homme préhistorique était végétarien en fait. Tout simplement parce que tuer On une était biche, cueilleurs, ouais. c'est impossible, ou alors il faut que tu fasses des pièges, des trucs. C'est arrivé que bien plus tard en fait que les gens l'humanité est devenue carnivore. Vraiment, c'est une vraie vérité. Et donc du coup, tu bouffes d'abord des feuilles, tu bouffes des plantes, tu bouffes des crustacés, tu vas essayer de pêcher, de faire des trucs où en fait qui te demandent peu d'énergie. Et après, quand tu commences à maîtriser des pièges, tu vas attraper des petits renards, tu vas attraper des petits lapins, tu vas attraper des trucs avec des collets, des trucs. Et puis les gros animaux, tu vois, il faut te faire un arc, il faut te faire une lance. Donc là, ça demande une énergie folle. Et quand tu es sur une émission comme celle-là, où en fait, l'énergie, tu manges pas, t'en as pas. Et donc en fait, En fait, c'est ça, tu dépéris, non? En fait, dépéris. il paraît, alors, Claude de Koh-Lanta Ouais, racontait qu'il était passé de 73 kilos à 58. ouais. Donc il a vraiment maigri en l'espace d'un mois. Je sais pas, toi, t'as dû maigrir aussi, j'imagine. Ouais, en changeant. je les connais bien, les gars de Koh-Lanta et tout, Claude, tous les mecs qui ont fait Koh-Lanta et tout. Oui, oui, carrément. Les premières émissions, c'était des émissions qui étaient très, très dures. Ça s'est un petit peu adouci avec le temps, on va dire. D'accord. C'est devenu un petit peu plus télé-réalité et tout. Mais c'est vrai que les premières émissions, elles étaient quand même assez rustiques. Et les mecs perdent énormément de poids. Moi aussi, j'ai perdu énormément de poids. Après, j'ai essayé de... Moi, j'ai beaucoup mangé. Hein. J'ai Là-bas beaucoup mangé. J'ai bouffé des quantités astronomiques de Tu scorpions mangeais et de quoi? serpents. Ah, c'est vrai. Ouais. Et c'est pas dangereux de manger des serpents? Tu sais, quand t'as la dalle... Non, il paraît que tu peux devenir aveugle. J'avais des Thaïlandais qui m'avaient dit ça à l'époque dans un trek. Possible. Si tu mangeais trop de certains serpents, tu pouvais. Ouais, avec le venin mélangé à la chair. Possible. Après, moi, je me suis pas vraiment posé ces questions. C'est à goût de poulet, l'un ou l'autre. Donc... Oui, c'est ça, et tu mangeais ce que tu avais de toute façon. Ah ouais, quand t'es Tu dis, j'ai fini par, dans ton livre Horizon Extrême, là, celui en noir et blanc, je vous ai montré tout à l'heure. Page 99, tu dis, j'ai fini par boire ma propre urine car l'effort était intense et j'étais complètement déshydraté. On peut boire sa propre urine? Ouais. Oui. On peut boire son urine un nombre de fois limité. parce en fait, qu'après, si tu veux, se ressalit, en quoi. gros, l'urine, c'est les toxines de ton corps. Donc, en cas d'extrême déshydratation, Besoin, tu peux le faire. Voilà, mais un nombre de fois limité, puisque à force de boire, en fait, tes toxines, à un C'est moment que des donné, toxines. tu t'intoxiques.
Donc, moi, je l'ai fait, bon, maintenant, je peux le dire, je l'ai fait plus pour le show que pour boire. Voilà. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, un petit coup de pisse pour finir l'émission. On est dans la survie, ça marche. Ouais, histoire ouais. J'ai mis un petit clin d'œil au caméraman qui pouvait pas me parler. Il se tapait une barre. Le cadrage était bien loupé, mais on a bien rigolé. C'est marrant. Ah oui, mais en vrai, ça peut se sauver si par exemple t'es bloqué dans des décombres d'un truc. Voilà. Boire son urine, en fait, la première fois, peut t'hydrater. Ouais, en fait, il vaut mieux boire son urine une fois plutôt que de penser qu'il faut pas le faire. T'as perdu combien de kilos en 21 jours? Tu te rappelles ou pas, non? Bon, moi, ça se compte par dizaines, mais moi j'ai l'habitude de faire le yo-yo avec mes kilos, mon poids. Très régulièrement, je prends 12-15 kilos, j'en perds 20. C'est vrai? Ah ouais. Et à un moment donné, tu trouves un caillou, tu dis, qu'est-ce que c'était ce caillou et quel était l'intérêt de ce caillou? Bah, en fait, quand t'es comme moi, j'ai adoré Seul au monde, tu vois, le film, avec son ballon, Wilson, et en fait, ça devient son pote. Et au bout d'un moment, quand tu restes longtemps seul, voilà, hein, faut pas se mentir, hein, de temps en temps, t'as des petits bugs. Hein, Ah, c'est vrai? Ah ouais, ouais. Et tu parles à un arbre. Tu parles à qui tu veux, mais tu parles, quoi. Tu parles, parfois, tu as ta caméra, donc tu parles à ta caméra, tu te dis des choses et tout. Là, je me suis fait un petit caillou, je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil à Wilson, et je l'ai appelé Pépito. Et puis, je faisais des vannes un peu, aussi pour faire le buzz un peu, en mode genre, je vais parler à Pépito, qui remplace largement ma partenaire qui est partie. Enfin, je faisais des trucs un peu border. Ça a marché, et puis Pépito, c'était bon délire, quoi. Donc, il y a plein de rumeurs sur ces émissions générales hein, d'aventure, comme quoi c'est un peu truqué, que en fait finalement ils dorment à l'hôtel, etc. Toi, ça a vraiment été dur. Ouais, ça a été vraiment ce qu'il y a eu à l'image. Je vais te dire la vérité, le taux de pourcentage d'abandon, c'est 98%. De cette émission-là? De cette émission. Donc elle était vraiment très très dure. Trop dur, deux personnes, ouais, trop dur, 2 personnes, et même de la mise en danger, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué la prod, la chaîne, machin et tout, c'est une galère de ouf. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que je kiffais cet univers-là, mais après, pour quelqu'un qui n'est pas préparé, c'est très 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 engagé. Je vais te poser des questions sur la survie. Ouais. Il y a toujours des rumeurs sur Internet, dans les discussions, sur les vidéos. Est-ce que vraiment on peut survivre ou pas avec des choses? Tu vas me dire si d'après toi c'est vrai ou pas, d'accord? Ok. Alors la première, tu m'as déjà répondu avant, mais on peut survivre en buvant son urine si on n'a pas d'eau. Ouais. En tout cas, tu le dis oui, mais sur une durée très limitée. Ouais, en gros. carrément. Pas longtemps. Exactement. Si un animal mange quelque chose, c'est qu'on peut le manger sans risque aussi. Ça, je saurais pas dire. Est-ce que c'est un signal, par exemple, d'avoir un chien et tu vois, s'il mange un champignon, par exemple, tu peux le manger, tu vois? Bon, là, vraiment, j'ai pas la réponse. En tout cas, je crois que quand t'as faim, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, tu mangerais n'importe quoi. N'importe quoi. Et quand t'as pas la connaissance, t'as pas la connaissance. T'as déjà pas mangé pendant plusieurs jours? Ah bah oui. Du tout? Ah bah oui. Je crois que... Tu sais comment on peut vivre de temps sans manger? 3 jours pour l'eau. Ouais, 3 jours pour l'eau. Les stages commando de l'armée, ça m'avait expliqué, c'est 3 jours. Et ils disaient même 40 jours sans manger si jamais t'as vraiment très très bien mangé, que t'as un peu... T'as le sommeil et la nourriture, en fait, dedans, qui sont 2 facteurs sur lesquels tu peux pas pallier. À un moment donné, sans eau, tu meurs. Je me rappelle en 3 jours, ça va vite. Hein. Ouais, et je crois qu'au bout d'1 jour et demi, tu tombes dans le coma déjà sans eau. Après, moi, j'ai pas expérimenté autant de temps, mais c'est vrai que sur une émission comme celle-là, le sommeil devient très très compliqué. Même dans mes expéditions, tu dors beaucoup moins, quasi pas parfois, et donc, ouais, carrément. Dans les rumeurs, il y a aussi, on peut aspirer le venin d'un animal qui t'a piqué avec la bouche. Par exemple, tu as un pote qui se fait, tu vois, dans le dos, tu peux... Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense qu'il y a une part de vrai, une part de faux, parce que tu as plein d'insectes, d'animaux, ça pique sous-cutané, donc ça passe sous la terminaison nerveuse, donc ça sert à rien. Et d'autres, une piqûre d'abeille ou des trucs comme ça certainement, mais... Le scorpion, par exemple, t'aurais pas pu te sucer l'épaule, toi, mais aspirer un peu le venin, quoi. Ça, pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe. On peut couper un cactus pour boire de l'eau à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ça, est-ce que ça marche? Parce que moi, j'ai déjà coupé des cactus. Ouais, en tout cas, des petits, il n'y a pas d'eau dedans. Pas que le cactus. Il y a plein de plantes dans lesquelles il y a de l'eau, mais encore une fois, on parle de survie. On parle de trouver quelques gouttes. Oui, c'est ça. Et en fait, t'en as dans la liane, t'en as dans des palmiers, dans des cœurs de palmiers, tu vas en avoir dans des cactus et tout. Effectivement, oui, ça c'est possible. Ah, tu peux trouver un tout petit peu d'eau du coup. Il est possible d'extraire le sel de l'eau de mer avec un tissu. Genre tu prends un tissu et tu fais couler de l'eau de mer et tu auras un peu de sel qui va rester dedans. Bah ouais, maintenant ils font même des désalinisateurs qui sont vachement compétents et tout, mais il y a plein de techniques différentes pour extraire le sel de l'eau de mer. Hein, par contre, il ne faut pas boire de l'eau de mer. L'eau de mer, sur un radeau, ça te dessèche. Ouais.
L'eau de mer, en fait, à part quand tu es en expé de mer, tu as un désalinisateur, un gros truc qui te sépare le sel de l'eau potable et après qui te rend l'eau de mer potable. Ça Tu peux existe. boire l'eau de mer sans sel, quoi. Ouais, et ça existe. Et sur les bateaux, c'est très utilisé d'ailleurs pour des longues distances. Puisque Tous les bateaux de croisière ont ça, les bateaux de l'armée aussi. Ouais. C'est tellement lourd l'eau qu'il faut mieux la chercher dans la mer. Exactement. Pour réchauffer son corps, il faut boire quelque chose de chaud et pour se rafraîchir, quelque chose de froid. Non. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je dirais non, c'est faux. Ce que je sais, c'est qu'en fait, moi, ce que je fais en expédition, c'est que la première source de chaleur, en fait, c'est ton flux sanguin. Donc, par exemple, moi, je fais développer du matériel spécifique quand je fais une expédition polaire, où en fait, j'envoie des zones de chaud sur l'artère fémorale, autour du cou et à l'aine, et en fait, ça diffuse considérablement plus vite la chaleur dans mon corps. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah putain, pas con. Donc tu mets du chaud sur le cou et... ouais, je fais développer du matériel spécifique, en fait, comme Nîmes. On a le même partenaire, on développe des combinaisons thermiques en fait, qui nous permettent de survivre dans des températures où l'humain ne peut pas survivre. Lui très haut, moi très froid au sol avec le vent. Et en gros, chauffer le plus gros flux sanguin de ton corps va diffuser beaucoup plus rapidement. C'est pas con du tout. Il n'y a pas de réelle technique pour éviter de se faire frapper par la foudre. Enfin, ça t'est déjà arrivé, toi, de marcher dans un orage ouais. Ah oui, ça m'est déjà arrivé de me faire taper. Ah non, je crois qu'il y a ces histoires effectivement de paratonnerres que vraiment en fait, ont une utilité. Mais toi, tu peux être une proie facile. Oui, en fait, si tu es en plein milieu, tu vas te faire taper comme une vache ou comme un animal. Hein. Pour faire fuir un animal sauvage, il faut crier très fort et agiter ses bras, montrer qu'on n'a pas peur. Là, je peux t'en parler. Je me suis fait attaquer par un ours. Donc, Où ça? Là, dans mon dernier expé, je me suis fait attaquer. Un ours est venu voir ce qui se passait sur le camp. Donc oui, ça marche dans certaines conditions. Mais pour faire fuir un animal, avant tout, il y a plein de techniques. D'abord, il faut faire un feu. Le feu, c'est preuve de l'être humain, en fait. Personne ne peut fabriquer un feu. Un animal ne peut pas faire un feu. Donc, c'est l'indication que c'est un être ou un être différent. Ensuite, tu peux dispatcher de la cendre autour des camps et tout. Ça fait fuir les animaux. Tu peux pisser, tu peux crier, tu peux faire plein de choses qui font fuir les animaux. Mais ça dépend des circonstances. Soit c'est de la prévention, soit tu es sur ton camp. T'as fait quoi pour faire fuir l'ours, là, du coup, tu dis? J'ai tiré une bastos. D'accord. Vers lui? À côté. Ouais. Tir de sommation. Oui, c'est ça. Déjà la première pour... C'est particulier, ça aussi. C'est en fait quand tu te fais chasser par un ours, que tu es pris comme la proie, c'est un sentiment qui est particulier parce que tout dépend si l'ours a faim ou pas. Mike le raconte depuis un moment et tout, mais en fait, tu peux voir le degré de danger dans lequel tu es si la trace de l'ours est beaucoup plus enfoncée ou non, en fait, au degré d'enfoncement dans la glace. Si c'est très enfoncé, ça veut dire qu'il a très bien mangé, donc c'est un ours qui est repu, qui est juste là, en train de se balader sur son territoire. Si, à contrario, comme moi, ça m'est arrivé, c'est très léger et qu'au bout de 50 mètres, tous les 50 mètres, il y a des trous dans la banquise à coups de griffes, là, ça veut dire qu'il est en chasse, qu'il a très faim, qu'il est en train de chasser du phoque, qui est, toi, potentiellement, t'aurais pu finir au petit-déj. En l'occurrence, c'est ce qui a failli m'arriver. Et donc là, tu te rends compte qu'il y a l'ours, tu tires une balle à côté et t'as qu'une arme, t'as un couteau, t'as quoi pour te défendre s'il attaque? Oui, après... Est-ce que ça suffit, un fusil? De toute manière, t'es pas chez toi. Hein. Si l'ours ne serait-ce que dans la tente, en fait, moi je l'ai entendu parce que je dormais pas, heureusement, et parce que je dors très peu en expédition. Mais il marche sur toi, il fait une tonne. Donc rien que ça te tue. Moi, j'ai un fusil, j'ai des couteaux, bien sûr. J'ai des fusées de détresse. Il y a plein de choses qui peuvent faire fuir les gros prédateurs comme ceux-là. Maintenant, il n'y a pas de vraie technique. C'est lui contre toi. Et après, moi, je suis sorti d'un coup. Pam, j'ai fait face. Il était en face de moi à 5 mètres. Donc c'est quand même très impressionnant. C'était un ours blanc, c'était à la banquise? Ouais, un ours blanc sur la banquise, ouais. C'était en Arctique, là, je viens de rentrer il y a 2 mois en fait. C'est la fois où tu as eu le plus peur dans une de tes expéditions? Oui. Ça fait partie en fait du top 5 des fois où j'ai risqué de perdre la vie. Ouais. C'est quoi l'animal le plus dangereux que tu as vu? L'homme. Le prédateur le plus dangereux, c'est l'homme. Je me suis fait tirer dessus par des orpailleurs. En Guyane? En Guyane. Ça m'est arrivé plein de fois, 1 milliard de galères et tout. Ça a toujours été l'homme le plus dangereux? Ah ouais, clairement. Mais ça, le kidnapping, se faire tirer dessus,
se faire racketter, se faire enfermer. Enfin, tout ça, pour moi, c'est l'humain le plus dangereux, le prédateur. Quand tu disais on m'a tiré dessus en Guyane, justement, qu'est-ce que tu fais? Tu as aussi un fusil, tu tires en l'air pour montrer que tu es armé. Comment ça se passe? Il y a plein de moments où tu n'es pas du tout armé, hein, notamment en Amazonie. En tout cas, moi, je n'ai pas d'arme à feu. Il faut savoir que la Guyane, c'est un territoire français. Donc, soit tu viens ici pour t'entraîner chez les commandos, ou soit tu viens ici parce que tu fais partie de la gendarmerie. Sinon, tu es un orpailleur ou tu es un mec qui a une arme. Mais quand tu pars en expé, c'est très difficile d'avoir des ports d'armes. Encore plus en France que dans plein d'autres pays. Donc non, je ne suis pas armé. La première chose que tu fais, c'est que tu fuis. Hein. Donc moi, je me suis enfoncé dans la jungle et puis ça en était fini. Mais c'est vrai que pour moi, quand tu viens sur le territoire d'un ours ou que tu viens sur le territoire d'un grand prédateur, tu es chez lui, il est curieux, il a envie de savoir, évidemment. Mais clairement, le plus gros prédateur pour moi reste l'humain. Comment tu gagnes ta vie? C'est une question qu'on se demande quand on entend des aventuriers comme Mike Horn, etc. Ou toi, comment est-ce que vous gagnez? Comment ça se passe? Parce qu'on connaît les métiers où tu as un salaire à la fin du mois, mais comment ça se passe pour vous? En fait, l'aventure, c'est comme une boîte. Hein. Tu crées un projet, tu le fais financer par des sponsors. Tu peux gagner ta vie sur le sponsoring que tu vas avoir sur les expés, mais que tu peux aussi avoir à l'année. Donc, tu as des marques qui te sponsorisent pour tes entraînements, sur lesquels tu fais un peu de création de contenu, tu es un petit peu un ambassadeur. Et puis après, tu as tous les produits dérivés. Il y a plusieurs markets, en fait, je pense, pour chacun. Chacun le fait comme il veut. Moi, en tout cas, le mien, il est armé de plein de produits dérivés, des conférences, des stages. Je vais faire des produits textiles, je vais vendre des tentes, je vais vendre des choses dérivées. Et puis après, il y a tout ce que je fais dans ma vie tous les jours. Moi, je n'ai pas qu'une seule entreprise aujourd'hui, il faut aussi le savoir. Je gère plein d'autres entreprises qui n'ont rien à voir dans le bâtiment, dans les cryptos et tout. Donc moi, je suis assez passionné par l'entrepreneuriat. Donc ok. Et si jamais tu avais un budget illimité, parce que j'imagine que c'est un sujet quand même, ça serait quoi ta prochaine expédition, si tu étais vraiment illimité? Si j'étais illimité, mais moi, je ferais... c'est une expé que je vais prévoir de faire dans 3-4 ans. Il faut faire fabriquer un bateau, il faut faire un tour du monde complet, il faut traverser 3 océans, 3 continents, 6 déserts. Et ça, c'est ma prochaine expé. Faire le tour du monde complet? Ouais. En bateau? Et à pied? Un bateau, rien que la fabrication d'un bateau, déjà, ça coûte minimum 1 million, quoi, pour donner un ordre d'idée. Une expé sur 12 à 17 mois, ça peut coûter 1 à 2 millions. Donc, très facilement, on avoine 3-4 millions en fait, sur la création d'une expé qui dure autant de temps. Et après, c'est comme tout, hein, tu as tout le staff, les gens qui vont convoyer les bateaux, les gens qui vont être là pour faire la captation, les documentaires que tu vas faire, ça dépend. Donc c'est vraiment la logistique, en fait, coûte énormément d'argent. Là, sur ma dernière expédition en Arctique, pour te donner un ordre d'idée, la logistique, c'est presque 600 000 €. Bon. Dans 3 minutes, je vais te poser des questions sur la nourriture, parce que c'est un sujet, j'imagine, quand même, qui est hyper important. Ouais. La nourriture, l'eau, etc. Mais avant, tu as fait en 2020, tu t'es lancé un défi, c'était de traverser le désert du Sahara. Mais ça, c'est trop facile pour toi. Tu t'es dit, je vais le faire en plus pieds nus. Et je comprends pas. Le but, est-ce que tu t'es dit, c'est pour refaire comme les mecs à l'époque? Comment tu te dis, tiens, je vais faire ça pieds nus? Non, en fait, moi j'habite Biarritz déjà. Oui, mais c'est pas le désert du Sahara non plus. Non, mais je veux dire, je passe 95% de mon temps pieds nus. En fait, on va à l'eau, on sort. Il y a un lifestyle un peu où tu te prends pas la tête avec les pompes. Moi, j'aime bien ce côté un peu liberté de pas mettre de chaussures. Et puis, je me suis dit que j'allais mener à bien une aventure dans ce sens. Et quand tu te pointes en plein milieu du Sahara et que tu rencontres des bédouins ou des gens qui vivent ici, tu te rends compte que la vie dans le désert, elle est largement possible, pieds nus, et contrairement à tout ce qu'on peut penser, avec beaucoup de couches d'autres choses. Ils ont des techniques pour progresser la nuit et pas le jour. Et donc, c'était en fait rentrer dans un nouveau défi et de se dire, OK, je vais expérimenter ce qu'est le côté puriste de traverser un désert. En y apportant une dimension supplémentaire et en essayant de trouver les racines de ce qu'étaient les anciennes traversées aussi, comment font les caravanistes, comment font les gens... À l'époque. Oui, mais t'as pas les pieds de bédouin. C'est-à-dire que... On t'a pas vu mes pieds. Ça, c'est parce que t'as pas vu mes yeux. Non, mais tu sais, quand t'arrives le 1er juillet à la mer, t'as les pieds qui sont encore tout mous, tu vois ce que je veux dire? Non, moi, dans ce sens-là que je dis ça. Ils ont les habitudes... non, moi je marche... Le 15 août, t'as les pieds plus durs déjà? Ah ouais, non, moi j'ai des pieds... beaucoup moins maintenant parce que je suis parti sur des expés polaires et tout, mais j'ai énormément
marcher pieds nus. Au tout départ, que je connaissais pas encore la ville, j'arrivais à Paname, je marchais pieds nus, hein, c'est pour te dire le degré de débilité. Ah ouais, marcher pieds nus à Paname. Ouais. Ouais, ça, on m'a pris pour un fou, et ben, ils n'avaient pas tort. Mais c'était comme ça que je vivais pendant un certain temps, donc en fait, j'ai fait des exploits de la même manière. On a une photo de toi qui tu tires une espèce de petite charrue sur roue. Un chariot, ouais. Un chariot, quoi, derrière toi. Et il y a une photo, justement, on voit ton dessous de pied, vraiment, qui est carbonisé, qui est noir. Je sais pas si c'est mi-sale, mi-brûlé. Un peu des deux. C'est ça. En fait, c'est la semelle, quoi. Tu sens que tes pieds deviennent durs au bout d'un moment? Les pieds, il se passe plus rien du tout pour moi. C'est-à-dire que je marche dans la rue en soirée ou n'importe quoi où tu veux, je m'enfonce des bouts de verre. Je les sens pas du tout, quoi. Donc là, maintenant que je me suis un peu civilisé, j'ai les pieds un peu plus fragiles. On a un fakir qui est là, justement, on va tester ça. Non, mais vraiment, en gros, je sais que maintenant j'ai les pieds un peu plus... en plus, je fais beaucoup plus d'aventures dans le froid, donc forcément, là, c'est littéralement impossible. Mais clairement, j'ai beaucoup marché pieds nus. Ouais. Et donc là, au début, tu sens quand même que c'est plus dur. J'imagine que vers la fin, ça s'habitue, le corps finalement s'habitue. Ouais. Tu crées une vraie couenne en fait. Tu crées en fait un surplus de chair qui devient très très dur et tout. Au même titre que quand tu vas t'entraîner et tout, que tu te fais des cloques sur les doigts à la salle et tout. En fait, ça commence à se former en fait. Le corps s'adapte. Cette corne, ouais, le corps s'adapte. Franchement, de fou. Ça, c'est fou. Est-ce que tu as déjà dû abandonner une expédition? Est-ce que ça t'est arrivé? Tu es là, tout feu, tout flamme, tout pimpant. Tu arrives, 3e jour, tu dis c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas ma vie. J'ai été contraint d'abandonner. Donc, c'est pas pareil. Pourquoi? Moi, un coup de fusil. Non, le Covid. Ah ouais. Le Covid, par exemple, j'étais au Canada, en plein milieu de la banquise, en train de faire. En 2020 ouais, en train de faire une énorme expédition et en gros, la pandémie a sévi et les frontières allaient fermer. On a été rapatriés et là, tu te dis, c'est 220 000 balles qui partent en 5 minutes de montage d'expédition et puis tu peux rien y faire, quoi. Donc ouais. Est-ce que tu as une assurance? Tu sais, quand on part à l'aventure et tout, c'est une première question que je me suis dit. Nous avons une boîte ici, tu sais qu'il y a des assurances pour tout, enfin c'est quand même compliqué. Comment tu fais pour t'assurer? Parce que je me dis, c'est... Il y a des assurances qui assurent les sports extrêmes pour commencer, et ensuite tu as des assurances vie, et puis tu as des assurances spécialisées dans le rapatriement aussi. Ça, c'est un moment qui est très dur et très délicat quand je pars en expédition et que tu te dis, ok, si on ne retrouve pas mon corps, qui c'est qui le ramène? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère, mais on est blindé d'assurance. Après, la difficulté pour le type d'assurance que moi j'ai, c'est qu'il faut que tu puisses être rapatrié en un temps record d'un endroit extrêmement reculé. Et donc les assurances, ça déclenche le moyen le plus rapide de la situation GPS où tu es, terrestre, aérien ou naval, et tu dois être sauvé le plus rapidement possible quand tu as un problème. Ça m'est déjà arrivé de devoir déclencher, ouais. À cause de quoi, par exemple? Mais là, récemment, j'ai posé mon camp sur un bout de banquise et le bout de banquise s'est décroché. Et en fait, j'étais sur un énorme bout de banquise de 300 mètres carrés, mais qui était en train de dériver vers le nord et qui allait plus retaper aucune paroi. En fait, j'allais partir sur l'océan Arctique. Et en gros, au bout du 4e jour où j'ai vu que les courants n'étaient pas en train de me ramener vers la côte et vers d'autres bouts de banquise pour que je puisse récupérer un peu la côte, j'étais obligé de déclencher. Ah oui, t'attends quand même 4 jours sur un bout de glace? Parce que l'hélico coûte 100 000 balles. Oh, waouh! Putain, 100 000 balles? Ouais. Ok. Donc t'attends quand même de voir si ça fond un peu. Tu te dis, s'il y a des vents favorables, en fait, la banquise, elle va la repousser sur le bon côté. Tu ne l'achètes pas l'hélico quand il vient, je veux dire, pourquoi c'est 100 000 €? Pourquoi c'est si cher? En fait, tu as certains pays où les secours sont gratuits, comme l'Islande par exemple, comme la France, comme plein d'autres endroits et tout. Et puis tu en as, comme les États-Unis, ils ne se déplacent pas si tu ne payes pas 100 000 balles. Putain! Et là, il faut des assurances. Et tu as une balise Argos, un truc GPS? Ouais, tu as des balises en fait. Tu vois sur toute la planète sans réseau téléphonique? Exactement. On a ce qu'on appelle des Garmin Reach Explorer qui sont des petites balises de détresse couplées à des GPS. Et en gros, qui, une fois déclenchées, donne ta position toutes les minutes. Ah ouais, putain, c'est fort. Et qui peut tenir avec une batterie extrêmement longtemps. Et ils peuvent te retrouver vraiment au mètre près de là où tu as déclenché. Et sinon, on est équipé de plein d'autres trucs. J'ai un téléphone satellite, je peux avoir plein d'autres moyens de communiquer qui sont complètement différents. Mais la balise de détresse est indispensable. D'ailleurs, tous les gens
qui connaissent rien à l'aventure et qui veulent se lancer et tout, et qui même vont faire des randonnées, ben voilà, faut partir. Toi, tu conseilles équipé. ça, ouais. Ah ouais, t'as des petites balises, ça coûte 400 balles, ta vie tient pas à 400 balles. Quoi. Non, évidemment. Tu disais tout à l'heure que tu avais des enfants, ouais. Avec la fille avec qui tu étais parti, je ne sais pas son prénom. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 filles. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça, c'est une question que je pose souvent à des militaires, ou des gens qui ont des vies un peu plus ou moins dangereuses, ou même très dangereuses. Et souvent, ça a été un point de non-retour dans leur vie professionnelle, parce qu'après, tu vis pas la même chose. Est-ce que toi, ça a fait quelque chose comme ça? Pas du tout. C'est vrai? Non, en fait, j'aime passionnément mes enfants. Et je suis très engagé dans ma relation avec mes filles et tout, dans la paternité, dans l'éducation que je leur donne. Je passe énormément de temps. J'ai un temps très qualitatif, en fait. Je fais pas, genre, je survole pas, je passe du temps avec elles. J'en ai besoin, moi, en premier. Mais par contre, moi, je dis très souvent que je suis la locomotive de ma famille, en fait. Derrière le wagon de tête, en fait, tu as tout le reste, l'argent, les kids, les boîtes. Si tu mets pas le bon coco dans la locomotive de tête, en fait, c'est tout le train qui s'arrête. Donc moi, mon kéro aujourd'hui, c'est de partir à l'aventure. Et c'est comme ça que je suis un meilleur père, en fait. Oui, en fait, tu dis que si tu n'es pas aussi un père épanoui, tu seras un moins bon père et confiné avec elle. Et puis, je crois pas qu'en fait, le père qui travaille 15 heures par jour, qui voit pas ses enfants parce qu'il se lève avant et qui se couche quand ils rentrent et ils sont déjà couchés et que le week-end, il est fatigué, soit un meilleur père que moi qui part 4 mois, qui n'est pas là du tout, mais qui, quand je rentre chez moi, je suis dédié à mes enfants. Et je crois que ça, c'est un écosystème que chacun se crée et qui est un équilibre qu'il trouve avec sa compagne, son ex-compagne, la mère de ses enfants, qui on veut. Peu importe le schéma, mais... Exactement, en fait. Et moi, les enfants, c'est très, 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 très important pour moi. Mais par contre, je vois pas en quoi ça va m'empêcher dans ma quête du bonheur. Mais tu vas, par exemple, penser à elle quand tu es en mission et que tu es très fatigué ou un peu là, tu dis, bon, attends, ouais. Coco, tu rentres à la maison. Il y a des moments qui sont très, très durs. C'est très dur parce qu'en fait, les enfants, c'est autant une motivation qu'une raison d'abandonner. Ouais, je comprends. C'est ton talon d'Achille, c'est ce que tout le monde dit, c'est la zone la plus fragile du corps, c'est la même chose. Et si je reçois un coup de téléphone et où on me dit « Papa, je veux que tu rentres à la maison », ça m'anéantit. Ah ouais, je comprends. Et du coup, je filtre ces appels. Ah, c'est vrai? Ouais. Et ça... Je ne peux pas recevoir ce type d'appel. Quand je suis en expédition, en fait, il y a tout un codage qui est fait sur la communication, mais comme un militaire, comme n'importe qui a un métier à risque. On ne te parle pas des factures qui ne sont pas passées sur ton compte en banque, on ne te parle pas des petits problèmes et on ne parle pas de quelque chose en fait, qui peut très rapidement te faire tourner. Tu l'avais vu avec ton ex-femme, ça? Tu l'as dit, pas de coup de fil pour ça, machin. Et puis je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, j'ai vécu des moments très très durs. Les enfants qui me disaient « Ben non, j'ai pas au téléphone, toi tu viens de te faire attaquer par un gros prédateur où tu viens de risquer ta vie et tout, et t'entends ben non, j'ai pas envie de lui parler, il a qu'à rentrer s'il a envie de me parler. » T'es au bout de ta vie. Ah ouais. T'es au bout de ta vie. Ça te fait très très mal au cœur. Je suis rentré, mais avec mes gamines, parfois, j'ai pas pu les toucher pendant 15 jours parce que genre, ça a créé de la distance. Ah ouais. Ça m'a foutu dans des situations pas possibles. Mais en même temps, j'ai fait ce choix d'être ce père-là. Du coup, j'en assume les conséquences. Et ce qui veut dire que j'ai juste dû faire plus pour garder le lien. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, ça revient. Et quand tu rentrais, ils voulaient que maman et pas papa. Ouais. Machin. Et j'ai fait plus. Je les ai emmenés dans mon univers. Quand je partais, je laissais une vidéo par jour que j'avais enregistrée au préalable pour regarder une vidéo de moi. Enfin, j'ai fait user d'1 milliard de stratagèmes pour garder le lien. Ouais, pour garder le lien avec les enfants. La proximité, waouh. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, elles comprennent en grandissant. Elles sont toujours fans. C'est vrai. Ils sont fans. J'ai sorti mon premier livre, j'ai pensé à mes gamines parce que je me suis dit, je vais faire un livre avec plein d'images qui soient pour les petits et pour les grands. Donc, tu as un petit peu d'écriture. Mais oui, il y a beaucoup de photos. C'est vrai qu'on n'a pas montré l'intérieur. Mais tu as beaucoup de. Tu as mi-photo, mi-texte, mi-explication. Voilà, et en fait, c'est de faire un schéma aussi. Ouais, ça c'est pour les gens qui veulent partir un peu à l'aventure. Je donne 2-3 tips. Après, j'ai mis beaucoup de photos parce que finalement, mes gamines, elles ont envie de voir la biodiversité. Ah ouais, les serpents, les crocodiles, les machins et tout. Donc ça fait rêver les kids. Et aujourd'hui, si tu demandes à mes enfants, est-ce que tu veux regarder un dessin animé ou partir en van? Ah ouais. Là, les kids, ils veulent partir en van. Ça serait quoi si tu avais un conseil pour quelqu'un qui va regarder la vidéo ou qui va l'écouter? En tout cas, merci beaucoup à vous tous, peu importe où vous soyez, mais merci de nous écouter en podcast. Partagez-le. Et juste petite question donc, pour celui qui a envie de commencer l'aventure comme toi, même à beaucoup plus petit niveau, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, en France, en Belgique ou en Suisse, mais si on ne peut pas bouger du pays, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu d'aventure, tu vois? Alors moi, le plus gros conseil que je peux donner déjà, il est très simple, c'est qu'il n'y a pas besoin de partir très très loin pour vivre le grand frisson. Il faut savoir qu'en fait, on peut... partir à l'aventure, c'est 95% de mental. Okay, ça se passe dans la tête.
c'est de la solitude, c'est de la difficulté, c'est de la souffrance, c'est de la faim, c'est de l'inconfort. Donc, tu peux planter une tente dans ton jardin et tu te dis pendant une semaine, je ne te touche pas le frigo. Je cuisine dans ma tente. Ça, c'est très dur. C'est vrai? Ça, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, tu as la possibilité de flancher à ta disposition et il faut tenir. Et ça, c'est vraiment très dur. C'est beaucoup plus facile en fait, de partir en expédition où il n'y a rien. Quand tu es en Arctique et qu'il fait moins 50, en fait, ben, tu n'as pas le choix. Ah ouais, exactement. Alors que quand tu es face à plein de possibilités, ben, tu peux flancher facilement. Donc en gros, travailler ce muscle, le mental, en fait, c'est qui est une chose qui peut se travailler. C'est très, très important. Et puis après, en fait, il faut s'écouter, il faut faire des petites aventures, il faut se mettre en danger. Faire des randonnées, peut-être? Ouais, des randonnées, du sport. Les limites, elles sont un petit peu partout. Moi, le seul conseil que je donne aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, faites pas les mêmes erreurs que moi. Moi, je suis vraiment une tête cramée. Vraiment, il faut pas du tout faire ça. C'est prévenez les gens quand vous partez. C'est la première des règles. La balise, les gens. Tu disais la balise. Et t'achètes une balise, hein. Ça c'est très Tu disais ça vaut le coup de ne pas perdre sa vie pour 400 balles. Ouais, c'est très juste. Ouais. Tu es parti, donc tu disais parfois t'emmènes tes filles maintenant sur des petites expéditions, du van life, etc. Tu as fait la traversée de l'Atlantique avec ton papa. Alors ça c'est fou. On a tiens, regardez une photo, je vous la mets, qui s'affiche à l'image de ton papa qui est derrière, qui tient d'ailleurs la barre du bateau. Ouais. Vous êtes parti en voilier. Ton papa, donc tu disais que tu avais fugué à 17 ans, que tu n'étais jamais revenu. Ouais. Donc c'est le même monsieur? C'est le même monsieur. Pas quelqu'un qui t'a adopté à côté ou quoi pour expliquer le schéma familial. C'est le même monsieur, vous êtes rejoint, vous êtes revu après? Comment ça s'est passé? En fait, suite à ce parcours de vie très difficile, très, très compliqué avec mon père et tout, il m'a fallu énormément de temps pour le pardonner. Voilà, pour les actes qu'il avait faits, et puis ça a été très très long pour moi. Mais je me suis toujours dit, voilà, on a qu'un père. Je crois que j'ai la capacité en fait de pardonner. Et j'ai essayé. Et entre le moment où j'ai dit que je le pardonnais et le moment où je l'ai vraiment fait, il s'est passé beaucoup de temps. Et un jour, je lui ai dit, écoute, arrivera un moment donné, tu vas acheter un bateau, je le sais. Ce jour-là, je serai là. Et puis un jour, il m'appelle. Et il est aux Canaries. Puis il me dit, j'ai acheté un bateau. Je vais traverser l'océan. Et je lui dis, j'arrive. Et du coup, on s'est foutu sur le bateau à voile. Et puis là, on s'est tout dit. On s'est tout dit. Et puis, il n'y avait pas d'échappatoire. Donc, ça a été très dur. Et à la fois, ça a été très beau. Puisque il faut imaginer que quand tu as passé 20 ans à subir plein de choses dans une famille très dure et tout, c'est beaucoup de courage qu'il faut pour l'un et pour l'autre. Et on s'est retrouvés tous les deux à se dire... qu'est-ce qui nous avait dérangé, qu'est-ce qui nous avait déplu, pourquoi, et puis que finalement, en fait, on avait beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et on est parti d'un côté, on est arrivé de l'autre, et il m'a regardé dans les yeux, et il m'a dit tu es un bon fils, tu es un bon père, et je n'ai plus rien à t'apprendre, je t'aime mon fils. Et je crois que c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, et je crois que c'est tout ce que tout le monde aurait besoin d'entendre dans sa vie. Monsieur. Et ça a changé considérablement ma vie, quoi. Ah oui? Ah oui. Et vous êtes partis que tous les deux? Ouais. Parce que tu disais, on s'est retrouvés, vous étiez que deux sur le voilier. On était deux, on a traversé l'océan Atlantique en 14 jours. Sur un voilier de quelle taille? Sur un voilier de 12 mètres. Ah oui, putain, c'est pas facile. Hein. Non, c'est très très dur. C'est très très dur, et puis on a failli couler 20 fois, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais non, c'est une expérience qui est hors du commun, mais après, voilà, c'est très beau, je regrette absolument pas d'avoir... C'est ton meilleur souvenir avec ton père? Ah, c'est mon plus beau souvenir. Et puis j'ai aucun regret, quoi. Voilà, aujourd'hui... je le disais tout à l'heure, que j'en parlerai pas trop, mais mon père est décédé en fait. Mon père est décédé en juillet de cette année, donc le moment où j'ai renoué avec lui, c'est le moment où j'ai dû lui dire au revoir. Ah waouh! Donc autant te dire que ça a été très dur. Parce que là, vous êtes parti il y a pas longtemps, c'est ça? On est parti il y a 3-4 ans. Mais lui, après, à la suite de ça, il n'est jamais revenu. Il a continué la navigation, et puis j'allais le voir de temps en temps. Et puis il est tombé malade, et il nous a quittés en juillet de cette année. Ok. Et au moins, tu as pu passer des moments qualitatifs sur la fin. Ouais. En vrai, et te rabibocher. Ouais, et puis voilà, en fait, pas avoir ce sentiment d'inachevé qui aurait pu me faire très mal, je pense. Ah ouais. Attends, donc vous avez fait un voyage, vous avez fait plusieurs voyages après? On a fait plein de voyages. Avant de faire cette traversée, en fait, je lui ai dit, vas-y, on se tape un délire, prends un avion, rejoins-moi en Asie. Et à un moment donné, je voulais faire un voyage en Asie. Il m'a rejoint, on a acheté des bécanes, on a traversé le Cambodge, le Laos et tout. Et c'était le tout départ de ce chemin qu'on était en train d'emprunter
sur le pardon et sur le lien qu'on est en train de tisser. Et ça a été incroyable, en fait, cette aventure. Et puis, ça nous a mené sur la traversée de l'océan Atlantique. C'est pas très grand, un bateau de 12 mètres. Hein. Enfin, c'est grand. Attention, c'est un très, très beau bateau. Mais pour traverser l'Atlantique... C'est pas très grand. C'est pas très grand. C'est-à-dire que c'est des bateaux que vous pouvez trouver dans les ports classiques quand vous allez dans le sud de la France ou à l'ouest. Enfin, c'est des bateaux, on va dire, entre 8 et 12 mètres. C'est assez petit, finalement, pour traverser l'océan Atlantique. C'est-à-dire que tu dors que sur ce bateau-là pendant 14 jours, donc tu dois être un peu penché, et que à la voile. Que à la voile. C'est un bateau 100% à voile. On a traversé avec un monocoque l'océan Atlantique. C'est quand même énorme, hein. On ne se rend pas compte, mais c'est parfois la houle, elle fait la hauteur du plafond. Là. Ah, c'est ça, ouais. Donc, au milieu de l'Atlantique, tu vas te retrouver face à des... Il y a des petites pressions quand même. Vous aviez un canot de sauvetage gonflable, là, les trucs... Oui, on avait un canot de sauvetage, on avait plein de choses et tout, mais... Oui, tu pars pas, t'es pas non plus tête brûlée, inconscient. C'est-à-dire que tu pars, mais t'es quand même maintenant équipé. Bon, c'était très drôle, hein, cette anecdote, je la raconte tout le temps et tout, mais mon père, je lui dis, bon, bah, vas-y, montre-moi un matos de sécurité. Et alors là, il me dit, attends, ça va, tu me prends pour qui et tout. Et là, normalement, tu as des espèces de bouées avec des piquets, tu les jettes, et en fait, quand elle se retourne, elle s'allume. Il la jette, et là, je la vois couler. Là, je dis, bah, là, on est bien, là. Là, on est au maximum. Je dis, montre-moi quand même le canot de sauvetage. Bon, et puis après, quand on a eu des galères, je me suis dit, parce qu'à un moment donné, il y a eu une voie d'eau sur le bateau, on a vraiment pris 50 cm, le plancher a commencé à se lever et tout, donc là, une grosse galère. Après, tu te dis quoi? Tu dis juste, bah, si on coule, en fait, tu déclenches le canot, et puis... Oui, t'attends les secours. Voilà, qu'est-ce que je te dise? T'attends, et puis si tu meurs, tu meurs. Hein, qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est une bonne vision de... Il n'y a pas besoin de s'angoisser, en fait. À un moment donné, ce qui doit arriver, arrivera, et donc, tu déclenches, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir et tout, mais ça sert à rien de perdre du temps à te lamenter, quoi. Et pour finir, ton projet Résilience, c'est le dernier livre là, qui vient de sortir. Donc, tu dis abandonner n'est pas une option. Tu es parti avec Martin Petit. Vous êtes partis tous les deux, donc Laurie Lague, Martin Petit. Et donc c'est pareil, c'est un livre où il y a mi-photo, mi-explication, mi-schéma. Un peu dans le même ADN que le précédent. Exactement, très très beau livre. Et donc vous êtes partis à 3, on voit. Vous partez à 3, donc avec un homme qui était sportif et qui a eu un accident qui l'a enlevé les jambes, en fait, l'usage des jambes. Ouais. Enfin, plus que ça, puisqu'il est tétraplégique, donc en fait, il n'a plus l'usage du corps jusqu'au buste. Et en gros, c'était un mec qui faisait du sport à haut niveau. Et donc, il s'est blessé bêtement en plongeant à la mer. Il s'est pété de cervicale. Et de fait, une nouvelle vie commence. Et moi, j'ai voulu faire le parallèle entre ma vie à moi, tous les risques que je prends, et puis lui, finalement, pour lequel sa vie a basculé en 5 minutes. Et donc, parce qu'il a plongé, c'est ça, à la mer, tu disais rapidement tout à l'heure, mais en gros, il a plongé en pensant qu'il y avait de l'eau, il n'y avait pas d'eau. En gros, il a passé toute la journée à l'océan il s'est baigné la journée. Et la marée a descendu, il n'a pas fait attention. À un moment donné, il y avait du fond et en fin de journée, il n'y avait plus de fond. Il a fait un dernier plongeon, il s'est pété les 2 cervicales. Il a failli se noyer dans l'eau. Un pote à lui l'a sorti et il est devenu tétraplégique. Il s'est réveillé sur un lit d'hôpital. Bon, ça tient vraiment à rien du tout, quoi. Et c'est là que tu te dis, en fait, putain, j'ai eu un cul terrible toute ma vie. Et moi encore plus que les autres parce que je prends d'énormes risques dans le métier que je fais. Et donc, qu'est-ce que je peux faire en fait pour raconter cette histoire, parler de la prise de risque? Qu'est-ce que je peux faire en fait pour sensibiliser un petit peu? Et j'ai monté le projet Résilience. Et l'idée, c'était de parler des 4 étapes de la résilience. En fait, le déni, la colère, l'acceptation et la renaissance. Et en face de chacune de ces émotions par lesquelles tu passes pour le chemin de la résilience, eh bien, on est parti dans un endroit et on est parti des montagnes espagnoles. Ensuite, on est parti dans le désert du Maroc à 55 degrés. Ensuite, nous sommes partis le faire décoller face au Mont Blanc avec un parapente après l'avoir hissé à 2000 mètres. Beau, il y a des très belles photos. Et le dernier, je l'ai emmené en bateau à voile sur le point GPS de l'accident qu'il a eu pour boucler la boucle. Donc, chose qu'il n'aurait jamais pu faire, tout ça, évidemment, sans toi. Là. Non, et puis ce qui est hyper ouf, c'est qu'on en a fait un livre, mais on en a fait un documentaire qui sort au Grand Rex aussi, qui sort au Grand Rex le 27 novembre prochain. Okay. Et donc, en gros, c'est la première fois qu'on raconte dans ce livre si oui ou non on a réussi chacun des objectifs. Ah oui, d'accord. Et les gens, donc, maintenant, peuvent savoir si on a réussi. Et évidemment, tout le monde veut voir les images. Et vous êtes devenus copains avec lui, j'imagine? 3 ans, très proches, à prendre soin de sa vie, à prendre beaucoup de risques et à se dire est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va tenir forcément, ça rapproche. Il y avait un risque qu'il meure? Ah oui. Vraiment? Ah ouais. 55 degrés au Maroc, il a convulsé sous la tente. Oui, mais il le savait en partant?
On ne savait pas vraiment où c'est qu'on allait, même lui, parce qu'il n'est jamais allé dans des conditions comme celle-là. Il faut savoir que son trouble associé au handicap à lui, c'est qu'il régule mal la température. Donc quand son corps chauffe, ben, c'est très difficile de le faire descendre. Et inversement, quand son corps est très froid, c'est très très long de le réchauffer. Donc là, 55 degrés, autant te dire que oui, ça a été très risqué. Mais en même temps, il savait qu'en partant à l'aventure, il y avait des risques, etc. J'imagine toi aussi. Ben ouais, mais après, tu es responsable du projet, tu es responsable des vies de tout le monde et tout. Donc, non, je me suis bien fait peur. On a dû rebrousser chemin, on a abandonné, on est reparti, on découvre tout ça dans le lit résilience. Mais pas de regret? Aucun regret. Fait, malgré ça? Aucun regret, puis il y aura un avant, un après, je crois que lui est très heureux. Et comment vous avez fait comment vous avez trouvé le matériel un peu spécifique, tu vois? Comment ça se trouve, genre une ça chaise? Ça n'existe pas, en fait. On a fabriqué 95% des choses. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, tu fais fabriquer chaque objet? Par exemple, ce qui a été le plus impressionnant, je pense que c'est j'ai splitté une sellette de parapente sur des luges, parce qu'en fait, il a fallu le faire monter en le glissant pour le faire monter à 2000 mètres. Et après, il a fallu glisser avec la sellette de parapente pour le faire décoller face au blanc. Oui. Donc là, on a tout inventé, j'ai tout inventé, les prototypes et tout, qui n'existent pas d'ailleurs, c'est unique au monde. Et donc, on a réussi à réaliser tous ces exploits grâce à des prototypes uniques au monde. Fort. Alors, félicitations déjà. Merci. On parlait de nourriture tout à l'heure, pour terminer. Ouais. La nourriture, comment ça se passe quand tu pars, par exemple, avec Martin? Vous êtes 3, c'est ça en tout, ou il y a une équipe? On est 2 plus 1 si jamais il y a besoin pour gravir des passages délicats ou pour le porter, pour m'aider. Dorian, j'imagine. Dorian, qui est un pote à moi, qui vraiment nous a beaucoup aidé sur ce projet et qui était là. Et puis après, tu as tout le staff de la photo, de la prise de vue et tout. Oui, c'est ça. Et la nourriture, ça dépend des endroits où on va, ça dépend des biotopes. On est resté assez conventionnel finalement. Parfois, on a mangé des repas lyophilisés. Parfois, on a mangé, on a cuisiné dans les vannes. Parfois, on a mangé sur le bateau des trucs. Donc en fait, ça dépend vraiment où on est allé. Mais et puis c'était pas le but de l'opération de se lancer vraiment dans la food extrême comme moi je le fais. Je comprends. Mais en tout cas, ouais, c'est une partie qui est très importante. Et pour l'eau? Est-ce que tu as des pailles? On a testé les pailles, là, tu sais, où j'ai bu de l'eau de la Seine, j'ai essayé de boire l'eau de la Seine et ça marche très bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça enlève, il paraît, 99,999% des trucs. J'ai bu de l'eau de la Seine dégueulasse, derrière une péniche, j'ai pas eu de maux de ventre ou quoi, tu vois. Ouais, mais après, il y a l'eau, c'est lourd. C'est un élément essentiel, oui. Là, en fait, on est accompagné quand on part dans le désert, il y a quand même un staff derrière avec 2 véhicules qui sont là avec des gros caissons d'eau et de l'essence, parce que c'est vraiment le truc qui risque Il faut pouvoir l'extraire très rapidement si j'ai un problème, parce que là, on parle de la chaleur, mais ça peut tout à fait aussi être une piqûre d'un insecte, d'un scorpion, d'un serpent et tout, donc voilà. Mais l'eau, dans le désert, on l'a transportée. Quand je suis sur la banquise, je fais fondre la neige. Mais c'est un élément essentiel. Et la nourriture est un élément essentiel aussi. On a ramené de la nourriture lyophilisée pour tester des plats qu'on a trouvés dans des magasins un peu spécialisés. Il y a des magasins très techniques comme Terang à Paris, un magasin spécialisé. Et un autre, lorsque Sébastien, qui filme là, est allé au musée, au salon du survivalisme. Ouais. Et il y avait plein de marques qui proposaient de la nourriture lyophilisée hyper bonne. Sauf qu'on n'a pas goûté. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse juste un petit test de secondes? Et si vous ne savez pas ce que c'est que de la nourriture lyophilisée, en fait, c'est le fait d'enlever l'eau, si tu pas de conneries, de la nourriture. Exactement, on extrait toute l'eau des aliments, et donc qui sont déshydratés, entre guillemets. Et en gros, on gagne tout le poids de l'eau. Et l'idée, c'est de faire bouillir de l'eau que tu mets dans le repas lyophilisé, qui réhydrate tes aliments et qui ne perde pas tous les besoins que tu as en apport, nutritifs. Et tu as des repas plus ou moins bons, qui cuisent plus ou moins bien. Il y en a qui sont vraiment bons. Ah, il y en a qui sont hyper bons. Alors, on va goûter même, on a des fraises. Alors, je sais pas comment ils ont fait, c'est des fraises apparemment. Ça pèse vraiment 5 grammes, ça qui est fou, tu la sens même pas dans la main. Je sais pas trop si c'est bon ou pas, on va tester, on va faire rentrer la nourriture, c'est parti. Allez, c'est bon, on a fait rentrer donc, la nourriture lyophilisée. Donc, il y a 3 types de plats. Là, on est sur un pâte carbo, c'est un repas qui est chaud. Je pense que c'est celui-là qui sera le meilleur. Le reste, ça peut être des desserts. En fait, il y a plusieurs plats qui existent. Hein. Tu peux avoir même des fruits secs. Il y a plein de choses qui existent. L'idée du repas lyophilisé, donc là, on le voit, tu le dégoupilles comme ça. Là, tu enlèves la première partie. C'est pas sponsorisé, je précise. C'est vraiment des choses qu'on a achetées nous-mêmes pour essayer. Donc, en gros, à l'intérieur, on le voit peut-être pas, mais il y a des lignes. On se rend compte que sur certaines marques, là, comme celle-là, il y a la ligne à laquelle on doit remplir le repas. Et donc, l'eau doit atteindre une certaine ligne.
Là, tu la mets à l'intérieur. Là, l'idée, c'est de touiller un petit peu au fond pour pas que ça colle, tu vois. C'est quasi instantané, apparemment, ils disent. Et c'est très, très léger. Ça, c'est très impressionnant. C'est que les sachets, là, par exemple, là, il y a un crumble aux pommes. On a en dessert crumble aux pommes. Il fait vraiment 15 grammes, quoi. Et là, alors, le plus choquant, c'est les fraises. C'est vraiment, tu ne les sens même pas dedans. Il y a 20 grammes, pour vous dire. Ça, c'est rien du tout. Ah, il faut laisser un peu chauffer, c'est ça? Il faut laisser chauffer. Tiens, en attendant, on peut peut-être montrer les fraises. Je te laisse. Si quelqu'un en régie peut nous amener un petit. Non, regarde, il y en a un là. Tiens. Merci beaucoup. Donc, ouais, bah, et après, ce qui est assez bien fait, c'est qu'en fonction des marques. Donc, ça, c'est. Ça, c'est les fraises, ouais. Il y en a. À quoi ça sert d'avoir une fraise? Bah, il y en a, quand c'est en rando et tout, ils aiment bien pour le goût. Il faut savoir qu'en expédition, en fait, le plus important, c'est de. Là, on va pas le faire. C'est de sécréter de l'endorphine. En fait. Donc, si pendant 3 mois d'expédition, tu te fais pas plaisir et tout, bah, au bout d'un moment, ça va taper sur le système. On est sur de la fraise vraiment complètement. C'est des chips de fraises, quoi. Ça peut se manger complètement. Hyper bon, là. C'est vrai? Ouais, moi j'aime bien, moi. Ah ouais. Oui. Ah ouais, ça se mange sans eau? Normalement, tu mets de l'eau et tout, mais là, tu peux le manger sans eau, sans problème. Hein. C'est hyper bon, voilà. C'est bon, hein? Ouais, c'est hyper bon. Et là, c'est quand même, il y a des nutriments quand même qui peuvent te rappeler un peu les fruits. Ça dépend des marques, mais moi, j'en mange jamais. Des fraises et tout, ça c'est vraiment pour le côté technique. C'est trop de volume, trop de poids, poids pour en fait pas assez d'apport énergétique. D'accord. Donc, oui, le rapport, poids-utilité n'est pas bon. Non. Donc là, tu fais attendre combien de temps? Ça dépend des marques, mais celui-là, tu vois, ils te disent qu'il faut attendre quelques minutes, quoi. Et en gros, donc, le petit tip que je peux donner, c'est que quand tu prends ton repas lyophilisé en expé polaire, et bien pareil, en fait, je le fous dans mon up contre mon N, et du coup, une fois que je me suis embêté à faire chauffer de l'eau, je rajoute toujours un petit peu plus d'eau dans le repas lyophilisé, comme ça je peux boire de l'eau chaude, ça me réchauffe. Le temps que mon repas se transforme vraiment en mangeable, sur toi. je le cale, je le mets sous mes doudounes et tout, ça me génère énormément de chaleur, et après je l'ouvre. Ah ouais, ok, chaque calorie est Mmh. utilisée, quoi. Ouais. Là, il y a trop d'eau, mais regarde. Et puis c'est pas assez cuit, mais... Il faudra attendre un peu. Moi, j'aime bien quand c'est croustillant. Ah, pas du coup que... Ah, en fait, c'est pas cuit. Mais là, tu vois, par exemple, typiquement en survie, je te démonte le sachet sans problème. Ah, c'est vrai? Non, mais là, j'en ai rien à foutre. Et donc, in fine, il y a quand même des plats qui sont pas mal, etc. Ah, mais là, c'est bon, hein. Ok, et t'as même des crumbles. C'est juste pas ouf. Ouais, c'est pas assez cuit, quoi. Ouais, c'est pas assez cuit, mais bon, voilà. Putain, c'est marrant. Et donc, t'es obligé d'attendre quelques minutes et après, tu peux bouffer ça. Et comment tu fais chauffer l'eau? Avec du feu? Avec un réchaud. Un réchaud, normal. À gaz, machin, tu t'emmènes toujours un peu de... Jamais un réchaud à gaz, moi. Toujours des réchauds où tu brûles un combustible. Parce que le gaz peut exploser dans certaines conditions et tout. Ah oui, si tu dépasses les 50 degrés, etc. Donc toujours un réchaud à fioul. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Lourilag, aventurier, il y a une préface de Mike Horn sur ce livre, je le disais tout à l'heure, si vous aimez tout ce qui est aventure, etc. Horizon Extrême, premier livre, et le deuxième, Résilience. Voilà l'expédition que tu as fait avec Martin Petit, qui était trapéziste et que tu as emmené pendant plusieurs mois. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans de projet, et puis à chaque fois on est parti presque 10-15 jours pour aller dans plein d'endroits du monde, voilà. On vous met... Allez-y, regardez le livre, achetez le documentaire. On vous met le lien, les gars, en cliquable sous la vidéo. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Les gars, merci d'être là. C'était un plaisir, en tout cas, de te rencontrer. Carrément. Merci pour la nourriture lyophilisée, de nous avoir expliqué un peu comment on faisait. J'y goûterai dans 10 minutes que ça sera cuit cette fois. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo.